OK, donc on va commencer tout de suite. Tantôt, tu en as parlé un peu, mais je l'ai avec moi. Je sais que tu es tannée de parler de la petite suceuse, là, mais je l'ai emmenée avec moi. Puis... mais j'avais une question parce que je suis arrivée à la fin de cette belle bande dessinée de... C'est pas des vampires, hein? Il faut pas dire vampire, mais ça me disait qu'il allait avoir un deuxième tome. Est-ce qu'il va avoir un deuxième tome? Écoute. Il faut comprendre que La Petite Suceuse est sortie en 2016, right? Et puis, en 2017, j'avais 25 ans, j'étais comme super naïve. J'étais comme, ouais, un tome par année. Moi, je voulais que ce soit comme un comics américain où est-ce qu'il y a 10 numéros. Puis c'est comme ça que je l'avais construit, parce qu'il y a une fin totale qui est encore dans mon classeur. Mais les circonstances de la vie ont fait que c'est pas encore arrivé. Est-ce que je vais le terminer? Oui. J'ai pas le choix. Est-ce que ça va durer 10 numéros? Non. J'ai pas le temps. Qui a le temps? Exactement. Nobody has time for that. Mais je crois que c'est important de redonner un petit peu de contexte, peut-être, avec La Petite Suceuse. C'est mon premier sci-fi. Une histoire qui se passe, je ne me rappelle même plus en quelle année, c'est dans les années 2030 quelques, au Québec, sous une dictature gauchiste. J'étais pas bien, là. Puis, il y a ces patrouilleuses, dont Magdalena. Magdalena, c'est une émagui. Et les émagis, c'est le terme politiquement correct pour dire des gens qui se nourrissent de sang. Et ils vivent pendant des siècles. Carrément, tu vois. Et Magdalena, comme la plupart des personnes qui ont un 9 à 5, n'aime pas sa job. Et elle a envie de tuer tout le monde. Fait que voilà, c'est l'histoire de La Petite Suceuse. Donc, dans le fond, c'est l'histoire de à peu près tout le monde qui a une job de 9 à 5. C'est ça, oui. Mais je voulais vraiment élaborer la chose comme étant une histoire sur le catcall, parce que malgré tout son pouvoir, malgré le fait qu'elle fait partie maintenant de l'élite, et qu'elle est femme. C'est une personne aussi qui est pansexuelle. C'est pas vraiment marqué dans le premier tome, mais dans le tome 2, qui n'est jamais paru, c'est bien évident. Et elle se fait quand même rabaisser par des personnes qui sont sous elle. Fait que c'est vraiment cette dynamique-là que je voulais explorer. Donc, éventuellement, on se croise les doigts. Oui, puis entre-temps, il y a d'autres BD qu'on peut lire, dont on va parler aujourd'hui. Justement, je voulais savoir, on est tous fans de bande dessinée ici, comment est-ce qu'a commencé votre amour pour la bande dessinée? Veux-tu y aller? Oui, je veux bien. Moi, dans mon cas, quand j'étais enfant, ça a commencé avec les classiques comme Spirou, Tintin ou les Schtroumpfs, qui sont très intéressants à revisiter quand on est adulte pour y voir ce qu'on ne voyait pas enfant, ou en tout cas où y projeter un tas de trucs. Puis aussi, j'aimais bien les super-héros, même si je n'avais pas accès aux comics, mais j'avoue que j'avais un crush sur Spider-Man, que je trouvais très sexy dans son costume bleu et rouge. Puis c'est sûr, quand je repense après coup, j'ai dit, ouais, un adolescent timide, il est beau, il est musclé, il lance des liquides avec ses poignets, en tout cas, bon. Oui. OK, donc, ouais. Ouais. Bon. Est-ce que ça a déclenché des choses? Bon, autre débat, on va sûrement en reparler. Mais ensuite, je suis vraiment passé au monde plus de la bande dessinée pour adultes que j'ai redécouvert au début des années 2000. Je pense entre autres, même si on n'est pas dans le queer ici, à Black Sad de Guarnido et Canales, c'est des histoires polars très sérieuses avec des personnages animaliers anthropomorphes, donc que j'ai adoré. Et mon gros coup de cœur après, ça a été le manga. D'abord dans les animés, les films de Miyazaki et tout ça. Puis là, puis j'avais un préjugé quand j'étais jeune que les mangas, c'était un peu niaiseux, c'était du bedding-bedang. Mais là, après ça, j'ai découvert des œuvres beaucoup plus intéressantes. Puis même dans le bedding-bedang, des fois, il y a d'autres niveaux de profondeur que je ne voyais pas. Mais il y a peut-être aussi des fois les préjugés, les commentaires des adultes quand j'étais petit que Astro, c'est violent. Ou réécoutez-le, adulte, vous allez voir autre chose. Astro Boy? Astro Boy, oui. J'ai redécouvert la série qu'il y avait au début des années 80. Moi, je suis un vieux crouton de l'autre siècle. Et il nous remontait les séries à Radio-Canada pour que ce soit politiquement correct. Et là, j'ai redécouvert la série japonaise d'origine. Et il y a un épisode, j'avais 30 ans, j'ai été traumatisé, je l'avoue. Oui. Et Nani?
D'où vient ton amour Je de veux la des bande détails dessinée? sur l'épisode traumatisant. Oui, oui, c'est quoi ce... Ah, mais c'est le dernier, c'est que Astro, c'est une petite amie. C'est-tu... Il se fait une petite amie, mais il peut pas la sauver, puis elle meurt, mais d'une façon, c'était juste fréquent. Ils ont coupé la scène, puis ils ont remonté l'épisode à Radio-Canada pour en faire le deuxième où ça finit bien. Mais allez voir le dernier épisode de la série originale, là, j'en ai fait encore des cauchemars, j'avoue. Je pensais que l'horreur, c'était que Astro Boy était hétéro. C'est des blagues, on vous aime. On peut parler des Schtroumpfs aussi. Il y a beaucoup à dire à propos des Schtroumpfs. Hey. Donc, oui, c'est ça. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, on va juste... Ben, tu sais, j'ai toujours eu des questions à propos de Schtroumpfette, là. Tu sais, donc... on pourrait parler longuement de toutes les Schtroumpfs mâles, puis tout à coup, une fille qui apparaît. Mais bon, on voulait parler justement de tes débuts de lecture en BD. Louis, la loutre. Non, mes débuts en BD, comme je disais tout à l'heure, je lisais les Astérix et Obélix de mon papa. Moi aussi, le franco-belge, on dirait que c'est comme obligé. On dirait que ça pousse dans les arbres, il y en a partout. Et c'est pas mal là que je suis allée. C'est sûr que quand je suis rentrée au secondaire, c'est là que je commençais à être introduite au manga aussi. Mais c'était très axé sur l'action. J'ai commencé avec les Shaman King, avec... c'était quoi donc? J'ai pas accroché à Naruto, guys. C'est trop long. C'est correct, oui, c'est très long. C'est trop long. Mais après, j'ai augmenté, j'ai pivoté vers les seinen, que je trouve vraiment intéressant. C'est les polars manga. Et mon préféré so far, c'est Monster. Monster, oh my God. Urasawa, là, c'est un maître. Oh yes, ça c'est des... Puis je pourrais même dire, là, tu sais, si on dit Astro Boy, puis Urasawa, ben il a fait un polar inspiré d'Astro Boy. Plus tôt. Donc, tu verras ça après. Mais justement, pendant qu'on parle de manga, moi j'adore les mangas, puis je pense qu'on peut parler longtemps du queer dans les mangas, parce que tout de suite, quand on pense aux mangas gays, il y a bien sûr les boys love, qu'on appelle aussi beaucoup yaoi ici, ce qui sont des BD gays, mais écrits pour et par des femmes, que je trouve un concept assez intéressant qu'on pourrait discuter, mais c'est pas tout ça, tout ce qui existe dans le manga gay au Japon. Donc, il y a aussi, entre autres, le bara. Puis, je pense que Philippe Aubert voudrait nous parler un peu de la différence entre les deux. Bien, pour donner un cours 101, donc comme Jennifer l'a expliqué, le yaoi, c'est un manga homo-érotique, souvent dessiné par des femmes pour un public féminin. Et ça va être des histoires très romantiques. Donc, des histoires qui vont être assez longues, assez étoffées. Est-ce que les protagonistes vont tomber amoureux à la fin ou pas? Il va y avoir des scènes sexuelles explicites, mais des fois avec une certaine chasteté. Je ne sais pas comment on appelle la technique. Peut-être que Dimani pourrait m'éclairer, mais quand on ne veut pas dessiner une forme, mais qu'on la suggère par l'absence de quelque chose en laissant un vide au milieu d'un dessin, il y a une technique pour ça. Les Japonais sont bons. On ne nous montre jamais, par exemple, les sexes masculins ou rien, mais ils sont suggérés par absence. Ce qui est une façon, des fois, de les rendre plus présents. Donc, ça peut aussi, les histoires peuvent être aussi tantôt très romantiques, classiques, mais ça peut être aussi comique, ça peut être aussi très psychologique. J'en ai juste quelques exemples que je peux montrer ici, sans prendre trop de temps, mais j'en ai un, par exemple, ici, que j'avais trouvé très drôle, qui s'appelle Notre Eddie Sensei. Ça se passe dans le milieu des mangakas, de la bande dessinée. C'est très comique. Un apprenti manga se fait cruiser par son patron, puis bon, il veut pas, en tout cas. Puis le bordel pogne, en gros. Mais c'est très comique, c'est vaudevillesque, il n'y a rien de crédible là-dedans, c'est juste drôle. Ou vous pouvez en avoir aussi fantasy. Un que Jennifer connaît bien. Oui, j'ai beaucoup aimé celui-là. Ouais.
Oui, avec le monstre et la bête. En fait, le monstre n'est pas qui on penserait. C'est le monsieur plus âgé qu'on voit ici. Puis il tombe amoureux. Puis c'est assez érotique quand même, là, avec un gros monstre apparemment laid, mais avec un cœur d'or. Là. Exact. Il est tellement laid que les autres monstres de la jungle ne veulent même pas l'approcher. Tu sais. Donc, quand j'ai lu le synopsis, j'ai dit c'est irrésistible. Mais on voit pas son visage. C'est caché par une grosse crinière, mais il est quand même bien bâti, le monstre, en dessous. Alors, bon, on n'est pas fou, là. Puis, j'en ai un autre exemple ici, mais j'aurais pas à sortir plein. Un qui s'appelle Réminiscence. Vengeance psychologique, torture psychologique même, où un homme retrouve quelqu'un qui l'a écœuré à l'école. Il y a une certaine attirance pour lui, puis il le fait chanter. Bon, et le bordel pogne encore comme dans l'autre. Donc ça, les histoires sont extrêmement étoffées, très variées. Et vous avez après ça le bara dont tu parlais. Oui. Qui est souvent écrit par des hommes pour des hommes. C'est des histoires beaucoup plus courtes et qui sont essentiellement érotiques ou pornographiques. Ça peut être très déjanté au niveau des prétextes, mais le but, c'est évidemment que les personnages couchent ensemble. Et aussi, la représentation des hommes, quand est particulière, ça va toujours être des hommes très musclés, très virils, plein de détails, plus réalistes, alors que dans le yaoi, c'est des hommes plus fluets, plus idéaux. Et... Oui, bien, je pense que le yaoi, on voit beaucoup des hommes plus comme on voit dans le manga shoujo, là, les minces, les jolis. Puis le bara, on est plus dans les bears, là. Juste pour donner une idée, ceux qui s'intéressent au genre, ça, c'est une anthologie qui s'appelle Massive. Ce sont des courtes histoires bara. Juste l'image donne un peu une idée du type de représentation graphique qu'il y a dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que les histoires sont courtes, mais ça peut être des fois très comique, très drôle. Ça peut être science-fiction, ça peut être... Il y a même une histoire qui se passe pas grand-chose. C'est juste un dessinateur qui tripe sur quelqu'un qui joue au rugby dans son école puis qui le dessine. Il couche pas à la fin, mais c'est juste qu'on voit comment il fantasme sur l'autre. Et c'est tout, on voit absolument rien. Là, ce que je comprends là-dedans, c'est que les yaoi, c'est long et problématique, mais est censuré parfois. Et puis les bara, c'est des quickies narratifs avec plein de détails, puis après ça, c'est comme... C'est straight to the point, comme on dit. Alors que les yaoi, il faut être disposé à les lire, il y a des détours, tout ça, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a des histoires tarabiscotées qu'on se dit, oh, ça pourrait être des bons polars, des bons drames psychologiques. C'est... Mais justement, un des gros noms dans le bara, là, Tagame, il y avait aussi écrit des mangas tout public que je trouve fort intéressants. En effet, Tagame, qui est bon pour dessiner des gros hommes musclés et poilus, a aussi fait 2 mangas didactiques pour vraiment dessiner un public hétéro pour faire comprendre les réalités gays. Il y en a un qui s'appelle Le mari de mon frère, 4 tomes. Puis le mari de son frère est canadien en plus, là, donc... C'est un homme que son frère était gay et décédé, et là, le mari de son frère, qui est un Canadien, rebondit dans leur vie, puis ça crée le bordel, évidemment. Il faut toujours qu'il y ait du bordel dans une histoire, mais c'est la manière dont lui, il n'est pas trop sûr, OK, c'est le mari de son frère, il est gay, il n'est pas très à l'aise avec ça, mais la petite fille de l'homme, lui, qui est très curieuse, pose des questions, et tout est prétexte à faire un cours de LGBT 101 à travers le livre. Mais c'est bien fait, on s'en rend pas compte, c'est fait avec bienveillance aussi. Donc, une lecture que je suggère à tout le monde, surtout les hétéros. Moi-même, j'ai appris des choses que j'ignorais. Oui, bien, surtout aussi, ceux qui croient que les enfants peuvent pas comprendre la vie des gens queer, bien, c'est faux. C'est très simple pour eux. J'ai même versé une petite larme à la fin, j'avoue. Puis cet autre-là aussi, de Tagame aussi, Our Colorful Days, très bien aussi. C'est moins didactique que l'autre, mais c'est plein de bienveillance. Aussi, donc, puis un peu plus coming out, hein? Oui, axé sur le coming out. Puis oui, on a une question. Oui. Shonen Ai, on a ça. Généralement, le mot boys love est utilisé aussi pour représenter le tout. Puis, tu sais, je peux pas parler de manga queer sans dire quelques mots sur le yuri ou le girls love aussi, là, parce qu'on a aussi des lesbiennes dans le manga. Il y en a des très beaux. Ils nous ont pas oubliés.
Je pense, entre autres, à des choses. Il y en a que j'ai bien aimées. J'ai écrit mes titres parce que je suis très bonne pour oublier les titres. Mais j'ai beaucoup aimé Si nous étions adultes de Takako Shimura. Puis How Do We Relationship par Tammy Faye. C'est des histoires de romance entre femmes vraiment magnifiques. Mais si on veut aller plus dans l'autobiographique, j'adore, puis je vous recommande fortement les BD de, Nagata Kiabi. Elle écrit avec une honnêteté puis une vulnérabilité, j'oublie mes mots là, aussi, que je trouve incroyable. Là, elle parle d'être... elle parle de découvrir qu'elle est lesbienne, de ses premières relations avec une travailleuse de sexe. Elle parle dans d'autres livres de son alcoolisme, de sa relation avec ses parents. C'est vraiment des BD incroyables que je recommande. Mais bon, je ne vais pas parler tout le long. On a ici des invités vraiment intéressants. Je ne sais pas s'il y a des mangas queer que tu as découvert aussi, ou même juste des... je sais que les Shaman King, les Naruto et tout ça, ils ont aussi beaucoup de fan art qui tournent dans le queer. Là. Je vois beaucoup ça dans le shonen. Oui, mais en même temps, tu sais, avec les lectures que je faisais quand j'étais jeune, je le voyais pas parce que, bon, j'étais déjà dans le déni aussi. Là, j'étais comme quand je voyais quelque chose de gay. Mais... un truc que j'ai beaucoup apprécié, j'aime les histoires qui ne sont pas nécessairement up in your face et pas nécessairement le focus, tu vois. Par exemple, Cardcaptor Sakura. Ouais! Est-ce qu'on peut parler de Tomoyo, guys? Oui! Je veux dire, cette espèce d'amitié ultra loyale à Sakura. Je pense que Sakura, c'est une des premières icônes bisexuelles, mais non assumées. Donc, j'apprécie beaucoup ce genre d'histoire-là, mais autrement, je pense que je lisais les nanas aussi. Ils sont beaux. Ils sont très jolis. Est-ce que je me rappelle de l'histoire? Non. Mais... Qui n'a jamais fini non plus. Donc, Ah ça, non. c'est non, l'artiste s'est blessé. Ah! C'est C'est comme vraiment triste. problème de lesbienne. OK. Oui, puis tu parlais tantôt des Sailor Moons aussi. Il y a son petit côté queer aussi. Très saphique. Passons aux comics. Là. Je sais, tu sais, dans les années 80, on a vu comme le premier super-héros officiellement gay avec North Star. Encore, on est dans les Canadiens. Apparemment, on est très queer ici. Là. Puis lui, c'était beaucoup dans le temps du HIV, puis tout ça, donc l'histoire tournait autour de ça. Mais ça n'a pas arrêté là. On a de plus en plus de super-héros gays. On voit Iceman qui a fait son coming out, entre autres. Là. Good for him. Oui. Est-ce que... Voyons. Est-ce qu'il y a eu d'autres développements intéressants dans les comics super-héros et autres queer? Je vois des belles sélections que vous avez à côté de vous, donc je vais vous laisser en parler. Est-ce que tu veux y aller? Comme tu veux. OK. J'ai ressorti ça des catacombes de ma bibliothèque. Ça s'appelle Odyssée. C'est fait par... Comment il s'appelle? Matt Fraction, Matt non? Fraction, Christian Ward, qui ont travaillé avec Marvel et DC. Et puis, c'est un ridicule. Moi, je veux pas... Ouf, attends, je suis en train de peser mes mots. C'est psychédélique. Donc, si vous avez envie de prendre un thé... Spécial? Ou des pâtisseries... C'est magnifique. Je vais juste déposer mon micro pour vous montrer l'intérieur. Because, I mean, guys, c'est joli, c'est magnifique. Puis si je me souviens bien, il joue beaucoup avec le genre dans cette série-là. Absolument. Et puis, dans le fond, c'est inspiré de l'Odyssée d'Homère, fait que la mythologie grecque. Et il faut noter aussi que c'est deux hommes qui écrivent d'une perspective dite féministe. Entre toi puis moi, là, c'est pas féministe pantoute, OK? C'est très violent, il y a des seins qui giclent partout, puis il y a du sang. Mais qu'est-ce que je trouve très intéressant là-dedans? Je trouve ça hilarant à cause de... Un des défis de la sci-fi, c'est de trouver de nouvelles technologies
mais sans l'over-expliquer. Et pour pas que ça devienne comme un catalogue Canadian Tire de 4804, tu sais. Et là-dedans, tu vois comment est-ce qu'un monde où les femmes ont vaincu les hommes utilisent leurs ovaires pour piloter des vaisseaux spatiaux. C'est ridicule, je veux dire. Les Comment... miens font pas ça. Non, pas encore. Ah, il faut ton upgrade. Fait que c'est ça, c'est perspective féministe de deux mecs blancs, mais c'est super le fun. Il faut prendre ça avec un grain de sel, puis je vous le suggère parce que c'est juste drôle et puis ça se prend au sérieux, mais on n'est pas obligé de le faire. Filico, Du pilotage avec des ovaires. Ils sont dans un bain. OK? confort Comme ça. en plus. Merde. Il faut que je regarde ça parce que j'ai une image en tête et j'ai dit, bon, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'ils ont fait. mais pour moi, en vue du panel, j'ai fouillé dans mes livres, en effet, voir le côté queer avec les comics, parce que souvent dans les livres, on parle plus des controverses qu'il y a eu au début, quand on voyait de l'homosexualité cachée chez Batman et Robin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un site qui s'appelle gayleague.com qui, depuis quelques années, recense tous les super-héros, les super-héroïnes, LGBT, queer, puis les classes par catégorie, maison d'édition. Je suis allé survoler la liste hier soir et ce que je constatais, c'est qu'il y a North Star, qui est très connu, qui a été le premier super-héros gay. Et d'autres se sont rajoutés, mais c'est, on dirait, relativement des personnages héroïques secondaires. Je voyais, par exemple, que toujours dans l'équipe de North Star, il y avait un super-héros du nom de Sasquatch, qui est un étudiant de McGill à l'origine, dans la BD, qui est trans, un peu. Bien évidemment, Canada, Québec, c'est McGill. Ça se limite à ça, peut-être pour la Marvel. Mais sinon, il y a des... il y avait John Constantine chez DC, qui a été créé par Alan Moore, qui est très queer-friendly dans ses bandes dessinées, qui lui était explicitement bisexuel, même. Mais sinon, chez Marvel, je voyais qu'il y avait le personnage de Loki, super vilain, mais super vilain qu'on aime, mais pas trop, qui pouvait devenir une femme s'il voulait, ou qui peut tout être. Oui, puis Loki aussi, on le sait, dans la mythologie, aussi très gender fluid. Là, donc, c'est un trickster, hein? Oui. Et tout ça, mais puis là, je sais que récemment, là, ils ont annoncé un Spider-Man queer en septembre dernier. Le design est vraiment intéressant. Je n'ai pas trouvé d'autres infos. En tout cas, c'est à surveiller. C'est un Spider-Man d'un monde parallèle, un peu là, comme... j'oublie le nom de l'autre. Ils ont fait un dessin animé, là, Spider-Man, où il y avait... oui, Into the Spider-Verse. Oui, exact. Il y avait Miles Morales, c'est ça, qui était le héros, puis il y en avait d'autres. Là, ils en ont fait un queer qui... en tout cas, combat une version de Kraven le chasseur qui est très, mon Dieu, drag queen un peu. Là. Bon, là, ça va être pour attends une seconde. Est-ce qu'il y a eu Spider-Pig avant le Spider-Queer? Oui. Ouais. Oui. Donc les cochons, oui, sont mieux représentés que nous. Mais, LGBTQP. ça ne me surprend pas. Même au cinéma, il avait mis dans les contrats qu'on ne pouvait pas faire un Spider-Man. Il fallait que Spider-Man soit hétéro dans les films. Il avait fait ça à une époque, ça a fait scandale. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Mais il n'y a pas encore de gros noms. Il n'y a pas comme un Capitaine America gay qui est apparu. Et, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Puis, si je pense à Deadpool, qui est très pansexuel, qui tripe sur Spider-Man, bien, il était tout puis n'importe quoi. De toute façon, quand ils l'ont fait en film, bien, ils l'ont rendu pas mal hétéro. Oui. Puis même Ryan Reynolds, ça le chicote. Il dit que dans le troisième, il veut qu'il soit plus vraiment pansexuel ou tout ça. Donc, ça progresse, mais il y a une sorte de plafond qu'il faudrait crever, je crois. Oui. Mais avant que je parle plus, je pense qu'on avait une question-commentaire. Non? Ah, ici, c'est Odyssey, mais écrit... Oh my God, j'ai un micro. O-D-Y-C. Odyssey. Ah, c'est ridicule. Puis honnêtement, si on veut aller dans le comics science-fiction un peu plus féministe pour de vrai, là, moi, j'ai adoré Bitch Planet, je vous le recommande. Là. Toutes les personnes qui ne conforment pas à la féminité traditionnelle sont envoyées sur une planète prison. Le rêve. Je préférais être là que d'autres.
Ah oui, dans le fond, oui, je vais répéter, mais cette question-là, c'était juste pour répéter le titre du livre. Puis moi, en tant que bibliothécaire jeunesse, il faut bien que je mentionne quelques BD tout public, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont queer aussi, puis ça me fait plaisir de voir ça, là. Tu sais, il y a, comme par exemple, Garçon sorcière de Molly Knox Ostertag, La Société des dragons du thé, là. Du thé ordinaire dans celui-là. Ben magique un peu, mais pas de la même façon. Vraiment adorable comme série, j'adore. Puis on avait tantôt Jade Armstrong qui était ici pour faire un atelier de dessin. Elle revient demain, donc si jamais vous avez manqué, qui avait Scout is not a band kid qui est sorti. Donc il y a vraiment beaucoup là-dedans. Puis je vois, tu sais, même si les héros Marvel et DC restent quand même assez hétéros, là, je pense dans la BD plus indépendante, on commence à voir des développements. Tu sais, peut-être pas Odyssey, là, mais est-ce que tu en as d'autres que tu as lus, Philippe Houbert? Pour les comics? Oui, pour les comics. Ou est-ce qu'on passe à autre chose? Mais c'est ça pour les comics. On peut peut-être passer à autre chose que les oui, comics. Oui, on va passer. Donc, c'est pas encore assez de comics, mais je pense dans le webcomic, puis tu t'y connais un peu, je pense que tu en as fait des webcomics toi-même, là. Si on va dans le plus indépendant... Oui, j'avais fait des webcomics, les désaventures. Oui. Mais ça, c'était quand je pensais que j'étais hétéro. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est pas encore queer, mais... C'est pas encore queer. Mais je vais retourner, en fait, sur la bande dessinée de Axel Lenoir, qu'il faut suivre sur Patreon pour 4,50 $. Oui, on va le Axel Lenoir. répéter jusqu'à temps que vous le faites. C'est ridicule. Vous pouvez pas ne pas connaître Axel Lenoir. Donc, aussi, je vois Jessie en arrière. Wouhou! Retournez-vous, regardez Jessie. La caméra voit pas Jessie, mais... Mais il faut absolument regarder ces bandes dessinées en ligne ou en physique. C'est fantastique, c'est bien fait. Les anatomies, Donc... Oui, puis on en voit de plus en plus là, qui deviennent populaires, qui sont même pris par des grands éditeurs. Là. Je pense à Check Please, Heartstopper. Heartstopper a même la série Netflix. Là. Mais on voit de plus en plus de choses comme ça. Je me demande ce que vous pensez, si justement le fait que ça soit indépendant, moins lié à des éditeurs, permet d'être plus diversifié dans des choses comme ça, dans des œuvres en ligne. Plus diversifié, mais aussi plus libre. Libre aussi de faire des erreurs. Je pense qu'en tant qu'auteur et autrice et auteur, on oublie des fois que ça fait partie du processus, puis qu'il faut tâter le terrain quand tu crées. Puis la webcomic, c'est à ça que ça sert, selon moi, de donner aussi gratuitement, parce que l'accessibilité, c'est bien, tu sais. Donc, ça permet de se développer en tant qu'écrivain. Et voilà, je pense que ça ouvre des portes aussi d'un point de vue des personnes qui publient. Parce qu'en regardant ce genre de BD-là, ils voient qu'est-ce qui pogne ou qu'est-ce qui pogne pas. Fait que pour moi, c'est d'autant plus important d'avoir de la BD indépendante. Parce que si il n'y a pas de plateforme pour les faire, ben écoute, on va se ramasser avec les mêmes histoires qui passent à Tout le monde en parle. Oui, exactement. Tu sais, ça montre justement qu'il y a un public pour ça. Je sais que les gros éditeurs sont des fois frileux à l'idée d'aller en dehors du mainstream. Là. Réchauffez-vous, guys. Oui, en effet. Est-ce que tu as des webcomics préférés, Philippe Aubert? Est-ce que tu en lis de temps en temps? De temps en temps, mais... Parce que j'ai un webcomic, mais papier, ici, que j'ai découvert il y a quelques années, tu sais, et qui se fait au Québec, les chroniques de Will et Ralph. Oh, est-ce qu'on montre à la caméra? Oh, oui. OK. Si on revient sur la BD québécoise à la fin, je vais sûrement en reparler, mais c'est un couple gay de Montréal qui ont commencé à faire des bandes dessinées en ligne sur leur existence. Et c'est vraiment truculent, les situations qui montent. C'est gentillet, mais il y a des personnages assez intenses, assez colorés. En tout cas, moi, j'ai ri souvent. Et c'est des situations réelles. Ça nous rappelle ce qu'on a vécu, tout ça. Donc, une bonne recommandation. Oui. Et récemment, j'ai découvert un webcomic sur Facebook qui s'appelle Les Peachy Boys.
qui est faite par un auteur coréen, j'ai un bon mémoire coréen. En fait, j'ai connu cette petite bande dessinée-là parce qu'il a édité une édition du Kama Sutra gay, mais avec leurs personnages, mais c'est entrecoupé de bande dessinée, c'est vraiment bidonnant. Là, on s'entend, côté diversité corporelle, là, c'est zéro. Là, les garçons sont plastiques, sont idéales, là, c'est tout bon, c'est très... mais les situations qui montrent, c'est des fois des scènes de vie de couple, c'est très plausible, on s'y reconnaît. C'est vraiment très drôle à lire. J'ai découvert ça récemment, puis en tout cas, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Même si c'est, diversité corporelle, on repassera, là. Donc, il y a ça pour le mais on voit de plus en plus de ça, de la diversité corporelle. Donc, moi, ça me fait du bien, là, mais... moi, je vais quand même faire ma suggestion aussi parce que la première webcomic que j'ai vraiment pognée, là, ça s'appelait The Less Than Epic Adventures of TJ and Amal, qui est disponible maintenant en papier, là, mais c'est des aventures, moi, je pense personnellement, assez épiques voyons, j'allais dire un garçon, mais c'est un jeune homme qui s'appelle Amal, qui fait son coming out, qui refuse un mariage arrangé de ses parents, puis qui part en road trip avec TJ, qui a rencontré la veille pendant qu'il était vraiment sous. Puis là, ils ont des aventures vraiment folles, vraiment drôles, et ils tombent tranquillement en amour. Je les aime, les histoires d'amour, je l'admets. Puis, qu'est-ce que j'aime en particulier, c'était publié chez un éditeur que vous devriez tous découvrir, Iron Circus Comics, qui fait toutes sortes de BD indépendants, sexy, diversifiés, queer, c'est magnifique. Donc, il fallait absolument que j'en parle. Peux-tu répéter le nom de la maison d'édition? Iron Circus Comics. OK. Oui. Mais, tu sais, on a parlé de la liberté qu'on peut avoir dans l'autopublication, dans les webcomics, puis je sais que tu parles souvent de des affaires politiques, du féminisme, puis tout ça dans tes BD. Est-ce que tu penses que c'est un véhicule intéressant pour justement passer ces messages-là? Le webcomic Le webcomic ou les BD en général? Oui, je pense que c'est pratique d'utiliser la bande dessinée pour faire ça. Pourquoi? Parce que les BD ont cette spécificité à prendre quelque chose de super complexe et de devoir le simplifier. Fait que si on pense aux les comics de base, là, les hebdomadaires, tu dois rentrer toute une histoire en 3 ou 4 cases. Ça commence avec une mise en situation, 3 cases plus loin, plus ou moins maximum 8 phylactères, tu dois avoir un punch. C'est de la job, ça. Et je pense que avec cette pratique-là, cette particularité de rendre quelque chose de compliqué bien et digestible, ça nous force à simplifier. Mon Dieu, il y a beaucoup de S là-dedans. Mais aussi, en termes encore d'accessibilité, pour les personnes qui ont de la misère à lire des pages complètes d'informations qui sont importantes, je trouve que ça permet d'être beaucoup plus inclusif dans la diffusion d'informations. Fait que je pense carrément que, comme le Wi-Fi, maintenant, on en parle maintenant, là, que ça devrait être un service essentiel. La bande dessinée est essentielle aussi pour donner plus d'informations rapidement aux gens. Je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, quand j'avais lu ta longue biographie, que tu as aussi des BD qui ont apparu comme dans des musées et tout ça. Est-ce que c'est une expérience différente de faire des BD pour ce contexte-là? Des BD pour? Pour des musées, pour exposer des... Au Musée national des beaux-arts, c'était pas une bande dessinée. OK, c'était une illustration pour représenter donner vie, dans le fond, à des anciens esclaves. Et... C'est fini? Ouais. Ah, OK, ils me disent De wrap it up. De wrap it up. OK, bon, on a perdu du temps avec notre censure forcée, là. Mais c'est différent comme expérience de tous les médiums de diffusion d'images. Oui. OK. Bien, avant qu'ils nous jettent la scène,
Je veux quand même qu'on présente une ou deux bandes dessinées d'ici, Québec. On en a parlé quand même de quelques-unes, là, mais je pense que c'est important de mettre en valeur nos créateurs d'ici. Donc, si pour finir, vous voulez eh bien proposer un coup de cœur, tu avais parlé de Boom tantôt, là, mais... Oui, en fait, qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est une revue, je suis sûre que vous la connaissez. Si vous êtes là, vous devez le connaître, comme Axel Lenoir. Donc, c'est la revue Planche, qui est une revue de bande dessinée qui recueille plusieurs artistes différents. Ils prennent des personnes qui sont bien établies, d'autres qui ne le sont pas nécessairement. Et puis, ça nous permet d'explorer qu'est-ce que la belle palette qu'on a d'auteurs et d'autrices québécoises. Donc, je vous le suggère fortement. Puis, c'est des gens qui ont aussi carte blanche. Il y a un bon système de sélection. Fait que, voilà. Revue Planche. Et, moi, j'ai déjà parlé des chroniques de Will et Ralph, qui sont, ici j'ai le premier tome, mais ils sont rendus à 3 ou 4, si j'ai bonne mémoire, que je conseille. Et une autre curiosité que je présente ici, qui est mais, plus à redécouvrir, ça se trouve encore, mais c'est malheureusement plus édité, mais l'Académie des Mais vous pouvez le chasseurs de trouver primes. à la grande bibliothèque. Oui, l'Académie des chasseurs de primes, qui était dessinée notamment par Benoît Godbout, qui est un BDS queer. Et il y avait, c'est la science-fiction déjantée, bon enfant. Il y avait quand même des éléments queer dans l'intrigue, dans les personnages. Ça a fait fureur. Malheureusement, l'éditeur n'y croyait pas. Il a arrêté la collection. Et ça serait bien que ce genre d'initiative-là reprenne, réapparaisse dans le futur. Donc, si vous pouvez redécouvrir ça ou le découvrir, c'est une petite suggestion qui est plaisante, parmi tant d'autres. Hey, merci beaucoup. On n'a pas pu parler de tous les sujets qu'on voulait à cause de petits problèmes techniques. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il faudra faire, c'est demander à Denis Martin de nous laisser parler de bande dessinée l'année prochaine aussi. Ouais. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Dinani. Merci à toi. M. Baubert. Et lisez toutes des bandes dessinées, c'est très important.